Bonjour à tous, moi c'est Célia Sliffet, je suis la vice-présidente Mood Court Competition d'Elsa Brussels. Aujourd'hui j'ai l'immense honneur de vous accueillir dans notre grand concours d'éloquence 2020-2021. Malheureusement nous n'allons pas avoir de public cette année, mais ce n'est pas grave, suivez-nous, on vous prend avec nous. Nous avons en effet l'honneur de nous trouver dans une salle merveilleuse, la salle Prestige de Topos Louise, où 4 candidats finalistes vont concourir devant un jury exceptionnel qui nous fera l'honneur de leur présence. Joëlle Scorrix, une grande animatrice TV, élue personnalité préférée des Belges pendant plusieurs années. Elle est détentrice d'une licence en philologie romaine avec grande distinction. Et c'est une grande férue d'éloquence également. Et c'est pourquoi nous avons la chance de l'avoir dans notre grand jury final. Julien Pierret, professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, est spécialisé en droit international public et est même directeur du Centre de droit public. C'est un militant très actif pour la Ligue des droits de l'homme et j'en passe. Nous avons l'immense honneur d'accueillir Julien Pierret dans notre jury final. Nastasia Walscott et Grégory Lebrun sont tous deux diplômés de l'ULB et avocats et partenaires en Dispute Resolution chez Baker & McKenzie. Baker & McKenzie, c'est un cabinet d'avocats sans qui nous ne pourrions pas organiser ce concours aujourd'hui, donc nous les remercions encore infiniment. Mais finalement, Elsa, qu'est-ce que c'est? Et si je demandais aux membres de vous en parler? Elsa, c'est quoi? C'est une association regroupant une structure internationale, des groupes nationaux et locaux, tels qu'Elsa Brussels. Elle est composée de plus de 50 000 membres dans plus de 40 pays dans le monde. Elsa Brussels a comme objectif de contribuer à la formation juridique de ses membres. Elle leur permet de se rencontrer à travers toute l'Europe grâce à une large collaboration européenne et internationale. Et puis Elsa, c'est avant tout une aventure qui une rencontre unique, expérience au sein d'une association et prise de position, car en effet, chaque membre d'Elsa Brussels a un rôle à jouer. C'est dans cet objectif qu'Elsa Brussels organise des conférences, des workshops, des concours, mais vous offre également des possibilités de stage, de lost room et de plein d'autres choses encore, le tout dans une logique d'apprentissage et de découverte, et bien sûr dans le respect de notre devise, a just world in which there is human dignity and cultural diversity. Pour entamer le concours, nous allons partir sur un sujet le plus palpitant. La punition est-elle la forme légale de la vengeance? Dans la position pour, nous aurons Ryan, étudiant à l'Université de Saint-Louis en première année, qui nous dira en fait pourquoi la punition est la forme légale de la vengeance. Enchanté Ryan. Enchanté. Est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots s'il te plaît? Alors, je suis calme, posé, je dis pas trop de problème. Ok. Et pourrais-tu nous dire comment tu trouves l'inspiration pour l'écriture de tes textes? Alors, pour écrire mes textes, j'écoute beaucoup de musique et dès que j'ai une phrase en fait qui me marque, je la note et je me dis que ça pourrait me servir pour après. Ou alors je m'isole parce que c'est en étant face à soi-même qu'on trouve toute son inspiration. Ryan, tu vas au coin. Ryan, ce soir, pas de dessert. Ryan, si tu continues comme ça, plus de PlayStation, compris? Ah là là, faites des gosses. Tels furent les mots de ma mère lorsque je faisais une bêtise étant petit. Entre cris et punitions, mon enfance a été bercée de sanctions. Toutes ces punitions m'ont bien évidemment été infligées par pure vengeance, des 9 mois que j'ai passés à peser lourd dans son ventre, de toutes ces nuits de sommeil que je lui ai gâchées de mes pleurs incessantes, de tous ces cheveux gris qui lui poussent par ma faute, et de toutes ces frayeurs que je lui ai faites subir. La punition est-elle la forme légale de la vengeance? Bien sûr, on ne peut répondre que oui à cette question. Toute punition se lit dans le reflet d'une vengeance. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été motivé par la vengeance. Ce sentiment par lequel une personne offensée, outragée, lésée, fait vœu d'infliger en retour un mal à son offenseur afin de le punir. Il n'y a qu'à regarder dans le fil de l'histoire pour comprendre. Le premier code de loi, rédigé par la main d'un homme, le code d'Hammurabi, célèbre de sa loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Qui m'a fait du mal doit avoir mal. Qui m'a crevé un œil doit devenir borgne. Qui a tué doit mourir. Ce système juridique basé sur ce désir de réciprocité, de vengeance personnelle, et dans lequel quiconque a porté atteinte à l'honneur d'un homme se verra rendre la pareille. Ni plus, ni moins, de façon à se venger, de façon légale et équitable.
Et même si aujourd'hui, ces méthodes peuvent nous paraître barbares, ce désir de vengeance qui anime l'homme lésé n'a pas pour autant disparu. À la seule différence qu'aujourd'hui, cette vengeance est remise par procuration aux mains de la justice. Cette vertu qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Ce n'est plus l'homme qui se venge, mais la société, tout entière, celle qui vote les lois, celle dans laquelle un trouble a été commis. De cette manière, et parce que nul n'est censé ignorer la loi, chacun sait ce qu'il risque à commettre un crime. Ces sanctions dissuadent le peuple de toute transgression et nous préservent d'agir sous le coup de l'émotion. Une vengeance ne répare jamais un tort, mais elle en prévient 100 autres. La punition et la vengeance sont les deux faces d'une même pièce. Elles vont de pair et se rejoignent en tout point. Toutes les deux sont un face-à-face entre deux parties où violence et humiliation sont les témoins. D'une volonté implacable de faire souffrir, du sentiment de justice qu'elles nous font ressentir. Ce désir insatiable de vengeance est donc le plus humain. Il est inné et propre à l'homme. Les punitions, aussi légales soient-elles, ne sont pas aussi correctives qu'elles prétendent l'être. Nous n'en tirons rien. Preuve en est que notre pays, à défaut de l'être footballistiquement parlant, fait partie des champions du monde en termes de récidive. Les punitions soumettent les hommes. Par conséquent, elles ne peuvent être que le fruit d'une vengeance certaine. Comment pourrait-on prétendre qu'en enfermant un homme entre quatre murs, cela pourrait lui être bénéfique? Comment prétendre que la peine à perpétuité peut être corrective, en sachant pertinemment qu'un condamné à vie ne sort de prison qu'une fois mort? Comment penser que les peines légales peuvent être instructives, lorsqu'encore aujourd'hui, sur tous les continents du globe, la peine de mort continue d'être appliquée? Leur sentence ne relève que de la vengeance. Ces criminels qu'on incrimine pour des crimes parfois minimes, enfermés dans des cages ou entre quatre murs, des punitions pourtant légales qui frôlent la démesure. Là où pour un simple regard vers un gardien ils sont punis, et c'est direction l'isolement où ils passeront toute la nuit. Des murs de briques froides à travers lesquels la lumière ne passe plus. Des semaines entières sans voir leur famille. Voilà ce qu'elle aurait dû. Mais il n'y a pas qu'en prison que ces mauvais traitements ont lieu. Pensez à ces jeunes de cité dont la couleur ne reflète que la diversité. Et qui, pour une simple sortie au McDo, se retrouvent la face ensanglantée sur le macadam. Pourquoi? Parce qu'ils auront eu le malheur de ne pas vous voir un officier. Alors, celui censé représenter l'ordre et la loi, en guise de vengeance, leur fera goûter ce châtiment, mais ressortira tout de même vainqueur du procès, plaidant pour outrage à agent. Les victimes incriminées et les coupables en liberté. Un scénario malheureusement beaucoup trop répété. Montesquieu nous avait pourtant prévenu, tout homme qui a du pouvoir est poussé à en abuser. Et encore bien trop souvent, un amalgame est fait entre vengeance et illégalité. Il n'en est rien. Lorsque celui qui se venge transgresse des règles, il n'y a point de vengeance. Laissez-moi imaginer mon propos avec un exemple concret. Finale du Coupe du Monde 2006. La France oppose l'Italie. Au cours du match, Materazzi insultera la mère de Zidane. L'arbitre, représentant de la justice sur le terrain, n'a rien entendu. Alors, le joueur italien ne sera pas puni pour ses propos et le magicien français n'aura pas ressenti la satisfaction de sa vengeance assouvie par la légalité du jugement de l'arbitre. Alors, Zidane optera pour les grands moyens, s'armant de son plus bel élan et de son crâne reluisant, afin de mettre un coup de tête en plein milieu du thorax de Materazzi. Simple et efficace. La finalité des choses, Zidane sera exclu pour son geste,
tandis que Materazzi, lui, restera sur le terrain. Et l'Italie gagnera la coupe. En faisant le choix d'aller à l'encontre des règles, Zidane s'est tiré lui-même une balle dans le pied et portera sur ses épaules la lourde responsabilité de la défaite de son équipe. Il n'y a point de vengeance là où celui qui se venge souffre. Par définition, la punition issue d'une vengeance commise illégalement ne peut être... Par définition, la punition issue d'une vengeance ne peut être commise illégalement, parce qu'en transgressant des règles, des excès sont commis. Et cette vengeance est alors tuée dans l'œuf. Au fond, que la vengeance soit légale ou non, la réelle question n'est-elle pas de savoir si elle est utile à la punition? Ne valons-nous pas mieux que cela? Ne méritons-nous pas un système dans lequel les deux parties puissent ressortir gagnants et grandis d'un litige? D'une justice qui permettrait de réparer nos crimes, d'en tirer des leçons et de ne plus avoir à en payer le prix. De ne plus perpétuer ce cercle de haine sans fin, que les représailles laissent place à la réparation, que la violence laisse place à la modération, que la vengeance laisse place au pardon. Que ma mère ne se venge plus sur moi et que mes futurs enfants ne subissent pas mes punitions d'autrefois. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Ensuite, nous avons Renata, qui, elle, nous dira pourquoi la punition n'est pas la forme légale de la vengeance. Renata est étudiante à l'Université libre de Bruxelles en Master 2 en droit économique et social. Coucou Renata. Coucou. Est-ce que pour les personnes qui te regardent, tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Du coup, je m'appelle Renata, je suis en Master 1 à l'ULB en droit économique. Et si je pouvais me décrire en un mot, je dirais que je suis juste quelqu'un de très curieux. Ok, super. Ensuite, j'aimerais bien te poser la question suivante. Quelle héroïne aimerais-tu être? Un petit peu en clin d'œil à mon enfance, je dirais probablement Hermione, parce que c'est quelqu'un de fort, quelqu'un qui croit en qui a des convictions et qui agit en conséquence, et aussi quelqu'un qui travaille très dur et qui n'abandonne jamais. Du coup, voilà, pour moi c'était un peu une inspiration quand j'étais plus petite. Rares sont ceux qui décident de se venger, car cette vieille philosophie de l'œil pour l'œil n'a jamais fait que des blessés. Êtes-vous familier avec la purge? Je vous rassure, il ne s'agit pas là d'une référence à cette technique pour le moins douteuse du Moyen-Âge. En effet, il s'agit d'un film américain qui, en toute honnêteté, est probablement tout aussi douteux. Cependant, le concept même du film est pour le moins intriguant. En effet, dans ce monde fictif, les citoyens disposent d'un jour par an, durant lequel il n'y a aucune loi, aucune règle, et donc aucune punition. 24 heures de pure anarchie, durant lesquelles tout acte est laissé sans punition. Il va sans dire, dans un tel scénario, la vengeance a un rôle maître. La vengeance est maîtresse. Et nul ne peut la détrôner. Garante de l'effectivité des textes de loi, la punition a un rôle préventif non négligeable. En effet, lorsqu'un acte illégal est accompli et que l'auteur est trouvé, celui-ci sera éventuellement puni. Et là où les éventuelles victimes seront dédommagées. Cependant, limiter sa portée à ce rôle simplement punitif serait passer à côté de son autre rôle, qui est tout aussi important, si pas plus important, son rôle dissuasif. En effet, à côté de cela, la vengeance, elle n'est qu'une simple réaction à un affront. Elle sert certainement plus à guérir la prévenir. Lorsqu'il applique la loi, le juge doit être indépendant et impartial. Il y a donc cette interdiction de décision arbitraire. Cependant,
Cependant, dites-moi, qu'y a-t-il de plus arbitraire que d'essayer de se faire justice à soi-même? Il ne s'agit pas là de discuter de considérants moraux que l'une ou l'autre personne jugerait comme suffisants pour justifier tel ou tel affront. En réalité, le problème porte sur le bien fondé de cette réaction. En effet, alors que dans le cadre de la punition, la preuve est reine, dans le cadre de la vengeance, l'émotion spontanée est rarement bonne conseillère. En effet, imaginez, votre fille ou votre fils s'approche de vous et en toute confidence vous dit s'être fait agresser par quelqu'un. Votre premier réflexe ne sera pas de lui demander « mais où sont tes preuves ?» Non. La loi et la punition, elles sont deux objectifs. Elles s'appliquent à tout le monde. En effet, que vous soyez un étudiant lambda ou encore le PDG de la plus grande des entreprises, au fond, si vous commettez une infraction dans une situation identique, vous serez puni de la même façon. Cependant, la vengeance, elle est liée à la nature humaine. En effet, tu me blesses, je te blesse en retour. Œil pour œil, dent pour dent, simple loi du talion. C'est là que se manifeste aussi cette notion de justice. Cependant, là où la punition ne peut s'offrir le luxe de violer cette proportionnalité, la vengeance n'a souvent aucun égard. Acte empreint de la plus grande des subjectivités, celle-ci n'est en réalité liée qu'à notre perception, à notre interprétation du mal subi. Souvent nourrie par la colère, ou la douleur, ou encore la fierté, voire même l'honneur, celle-ci trouvera toujours sa source dans le puits des sentiments humains. Nous ne pouvons pas concevoir qu'une même personne soit punie 2 fois pour un même acte. Cependant, dites-moi, qu'est-ce qui empêcherait une personne qui, après s'être vengée une première fois, décide que sa soif de vengeance n'est toujours pas assumée? Qu'est-ce qui l'empêcherait de réitérer son acte? Absolument rien. Là où la loi est raisonnable et réfléchie, la vengeance, elle, est arbitraire et imprévisible. Passionnés de latin, car ils font en effet plus passionnés que pour passer 6 ans à étudier une langue morte, une des histoires m'ayant le plus marqué était celle de Jules César, qui s'est fait kidnapper en mer Égée. Les pirates demandèrent bien évidemment une rançon. Rien d'anormal. Une fois celui-ci relâché, il décida de poursuivre les pirates et de se venger. Cependant, il ne voulait pas se venger parce qu'ils l'ont kidnappé. Non. Mais bien parce qu'il fut insulté au plus haut point par le montant qui fut exigé par les pirates. En effet, il estima qu'il valait bien plus que ça. Nombreuses sont les voix qui s'élèvent et qui prétendent que, au fond, la punition n'est qu'une forme de congrégale de vengeance, puisque de toute façon, elle ne consiste en fait qu'à essayer de rendre cette justice. Cependant, ce serait une erreur que de se baser sur cet argument. Car, en effet, dans ces deux situations, la notion même de justice est intrinsèquement différente. Ce n'est pas parce qu'il y a tout simplement un prétendu point commun que nous pouvons affirmer cela. Et puis, comme souvent dans la vie, les apparences sont trompeuses. Au fond, toutes deux faisant roulant de l'encre depuis la nuit des temps, la vengeance et la punition sont un peu comme les deux pôles d'un aimant. Des opposés qui, malgré elles, s'attirent. Nous enchaînons ensuite sur un sujet tout aussi intéressant. Peut-on concevoir un monde sans discrimination? Pour la position pour, nous aurons Iman. Iman est étudiante en Master 2 à l'Université libre de Bruxelles en option pénale et civile. Enchantée Iman. Est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots s'il te plaît? Ouais. Eh bien, je suis assez perfectionniste et du coup j'ai du mal à lâcher prise. Ok, super. Et si tu avais été une héroïne, laquelle ou lequel aurais-tu aimé être? Je pense que j'aurais aimé être Hermione Granger ou Elizabeth Bennet.
Les yeux fermés, je sens la brise caresser ma peau, la chatouiller jusqu'à y laisser des traces de son doux passage. J'écoute les vagues s'échouer sur les rochers, un sentiment de paix et de plénitude m'envahit. Au loin, un bruit strident me perturbe. Des mésanges de Chine se font entendre, je les chasse de mon esprit. Une silhouette apparaît devant moi, Hussein. Les filaments enchantés se mettent désormais à la chevelure sombre et épaisse de mon mari. Il caresse tendrement mon ventre arrondi avant de m'emmener sur la plage, observer le lever du soleil. Une explosion de couleurs et de sensations baigne mes yeux et mon corps dans une béatitude inédite. Les anges de Chine interrompent ce spectacle. Elles tournent autour de moi et m'attaquent. Hussein et moi avons vite nous abriter chez nous. Arrivés, une délicieuse odeur de viande de bœuf épicée et de riz au raisin enveloppe la maison. Nous nous attablons et à la retour on nous conte l'actualité du jour. L'humanité se porte merveilleusement bien, que chacun donne la meilleure version de soi-même. Brusquement, la fenêtre s'ouvre. 1, 2, 3, 5, 10 mésanges de Chine. Elles foncent sur nous et nous attaquent. Je crie de toutes mes forces, cette fois-ci, rien n'y fait, je ne peux les éviter. Je crie pour qu'on me lâche. Soudain, le son de ces voix, le son de ces bêtes se transforme, se mue en voix d'homme. Je me réveille en sueur, accrochée au lit. 2 hommes m'épient du coin de la pièce, tandis que 4 autres me touchent tour à tour de leur main vide. Soudain, tout me revient. Je m'appelle Ziaoudoun Ouïghour. Je suis Ouïghour, stérilisée de force, emprisonnée dans un camp, torturée et séparée de mon mari. L'espace d'un instant seulement, j'imaginais un monde où les discriminations n'auraient pas leur place. Un monde où j'aurais pu vivre auprès de mon mari. Un monde qui aurait pu être le mien, si seulement. Peut-on imaginer un monde sans discrimination? Voilà, c'est fait. Bien sûr, la force de l'imaginaire est sans limite. Pour certains, il peut être échappatoire, créer un monde afin d'éviter d'affronter le sien. Tursinai n'avait pas d'autre choix que celui de l'imaginaire. L'humain est un concepteur de monde, une véritable machine à idées capable de se projeter dans l'avenir, le passé ou même dans l'ailleurs. Plus encore, l'enfant imagine avant même de connaître. Il s'invente et se réinvente un avenir, un ami, une langue, un monde. Son réservoir est en plus sans fin. En grandissant, par la responsabilité de notre société, son imagination se rétrécit, s'obstrue et se charge de visions étriquées de la société, mais aussi de valeurs. Parmi elles se dresse l'égalité et sa lutte perpétuelle contre les discriminations. Dans nos démocraties, séparer un groupe humain d'un autre en le traitant plus mal est perçu comme une idée péjorative, un mécanisme que l'on devrait coûte que coûte combattre pour rechercher l'égalité entre les citoyens. Mais dans l'histoire de l'humanité, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans l'Égypte des pharaons, au Moyen-Âge en Occident, ou même dans l'Inde traditionnelle, divisée en castes où certains étaient considérés comme intouchables. Avant l'histoire de la démocratie, et même après dans de nombreuses sociétés, la tyrannie était la norme. Les paysans, les serfs, les esclaves, dans l'imagination des dominés, la discrimination et l'égalité n'avaient pas leur place puisque ces notions auraient été inconnues. Lorsqu'ils se rebellaient d'ailleurs, ce n'était pas pour avoir plus de droits, mais pour renverser les rapports de domination qui leur semblaient naturels. Il est possible d'imaginer un monde sans ces rouages. Pensez le contraire et vous effleurez l'ethnocentrisme. En fait, c'est l'inverse. Il en a fallu de l'imagination pour penser le concept de discrimination. Et il nous a fallu beaucoup d'intelligence et de culture pour conceptualiser de telles idées. Et c'est un combat perpétuel pour qu'elles deviennent réalité. Ne nous reposons pas sur nos lauriers et continuons la lutte contre l'annihilation totale des discriminations. Continuons à dire I have a dream pour mettre en mouvement le mécanisme de nos actions pour un monde plus juste. Soyons comme Patrice Lumumba, icône de l'indépendance du Congo et de la fin des discriminations et exploitations de son peuple. Souvenons-nous de Hubertine Auclair, Mathilda Gage, Kitty Marion,
suffragettes qui ont défendu coûte que coûte l'établissement du droit des femmes dans leur pays. Prenons exemple sur l'abbé Pierre, la voix des sans-voix, militant pour un monde plus solidaire et soucieux des pauvres. Soyons habités par le combat de Marie Coupelin, qui pendant des années s'est battue pour les futurs étudiants en droit. C'est en dénonçant les discriminations, en les faisant exister dans l'imagination de la population, que tous ces militants pu œuvrer dans le sens d'un monde plus juste, un monde dénué de distinction et fondé sur une même chance d'accéder à l'égalité, à une vie souhaitée. À présent, aux quatre coins du monde, des lois et conventions antidiscrimination ont été adoptées, et récemment une plateforme a même été créée par Emmanuel Macron pour contrer ce phénomène. En Belgique, la liste des discriminations ne cesse de s'allonger. Opinion politique, convictions religieuses, activités syndicales, situation de famille, orientation sexuelle, mœurs, appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, apparence physique, handicap, état de santé, état de grossesse, patronyme, âge, sexe, origine. Le droit s'est imprégné de ce combat et tente chaque jour d'y remédier. Pourtant, il est certain qu'il ne pourra pas y venir à bout étant donné qu'il ne régit pas tous les aspects de nos vies, de nos relations. Fort heureusement, je ne suis pas une grande fan de dictature. Et si la poursuite d'un monde meilleur n'était pas ancrée dans le droit et dans la course-poursuite effrénée contre les inconscients discriminants? Parce que l'effet pervers du combat contre les discriminations est de tout lire en termes d'égalité, de vexation, d'injustice et de comparaison. Les notions de discrimination et d'égalité ont engendré énormément de frustration. Laissons-nous guider par le souffle de Victor Hugo, nous disons qu'il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde réunies. C'est une idée dont l'heure est venue. Élargissons, bouleversons nos concepts, nos idéaux, nos évidences. Aujourd'hui, cher jury, je vous propose d'oser. D'oser imaginer un modèle basé sur la construction de chacun et sur l'amélioration de son propre bonheur. D'oser imaginer un monde où le concept même de discrimination n'existerait plus. Un monde qui nous pousserait à la rencontre de l'autre, à puiser dans chacune de nos identités et dans notre socle commun toute la richesse. Je nous propose une valse à mi-temps entre le jeu et le nous, une danse intelligente célébrant la pluralité des gens. Transcendons nos évidences, nos réalités. Cher jury, fermez les yeux. L'imagination d'aujourd'hui et l'évidence de demain. Merci. Thomas nous dira ensuite pourquoi ne devons-nous pas concevoir un monde sans discrimination. Thomas est en dernière année de master à la VUB. Ok, enchanté Thomas. Alors aujourd'hui je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots s'il te plaît? Même en un mot si tu veux. Je pense que tu peux me qualifier d'éclectique. Super. Éclectique et passionné. Ok, des mots forts en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire quel livre tu aurais aimé écrire? Le livre que j'aurais aimé écrire, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Le racisme, ce n'est pas simplement ce que vous dites, pensez, faites et ressentez, c'est aussi ce que vous permettez, nous dit un écrivain américain. Depuis le début du millénaire, nos sociétés sont constamment chahutées par des scandales qui nous rappellent sans cesse de la discrimination. L'Openlux, tout récemment, les Panama Papers, le meurtre de George Floyd, d'un jeune bruxellois près de la gare du Nord, l'hashtag MeToo ou même cette psychologue flamande qui aurait bien voulu obtenir le titre mais qui n'était pas assez femme. Ces scandales suscitent et à juste titre de l'indignation, de la colère et mobilisent des centaines de personnes dans des organisations qui ont leur combat propre mais qui ont tous dans leur collimateur une forme illégale de discrimination. Et c'est très bien. En tant que féministe, je suis révolté qu'un collège de psychologues puisse tenir des propos de la sorte. Qu'un entrepreneur refuse à une femme le droit de travailler sur son chantier parce que les femmes sont plus faibles que les hommes. Ou enfin, que les députés de la NVA ou du Landsbelang
s'en prennent personnellement à Petra de Sutter uniquement parce que c'est une personne transgenre. Mais bon, malgré tous ces exemples qui sont à l'origine de mon intense frustration et de la vôtre, j'en doute pas, j'en démords pas non plus. Il faut un monde avec de la discrimination. Et la polarisation de ces dernières années autour du sujet a amené à la création de deux camps quasi hermétiques, avec d'un côté les défenseurs de la discrimination et de l'autre les avocats d'un monde sans discrimination, la nouvelle utopie du XXIe siècle. La loi anti-discrimination de 2007 nous offre un socle conceptuel intéressant pour démarrer notre démarche. Et d'après celle-ci, on distingue d'abord la discrimination directe de la discrimination indirecte, mais surtout, il s'agit de traiter une personne d'une manière moins favorable qu'une autre sur la base de critères protégés, mais on ne va pas non plus s'étendre sur les détails. Les critères protégés, vous les connaissez, il s'agit de l'âge, le genre, l'orientation sexuelle, les convictions, etc., etc. Quand les avocats d'un monde sans discrimination cherchent à prouver leur thèse, et vous l'avez encore vu ce soir, ils vous racontent de bien tristes histoires, larmoyantes comme il faut, en agitant le pathos sous le nez, et on vous fait finalement culpabiliser d'être blanc, d'être hétéro, d'être catho, d'être mince, en bonne santé, alors qu'en fait on doit simplement vous montrer pourquoi votre comportement et non pas votre identité est oppressant. Mais bon, soit. Toujours est-il que cette rhétorique se base actuellement sur une discrimination qui repose elle-même sur des critères protégés, et c'est logique. Est-ce que vous pensez que quelqu'un sera suicidaire pour vous dire que les personnes âgées ne devraient pas avoir de tarifs préférentiels dans les bus, ou bien que vous ne devriez pas vous lever pour leur laisser leur place, ou mieux encore, qu'elles ne devraient pas recevoir les vaccins avant les autres? Ces exemples sont des exemples de discrimination qui ne reposent pas sur des critères protégés. Les défenseurs de ce monde utopique voient ces situations comme de la discrimination, alors que stricto sensu, c'est la même chose. Mais bon, poursuivons avec notre loi anti-discrimination. Elle engage les relations de personne à personne. Ainsi, vous n'allez jamais avoir vos tasses du fond de l'armoire qui vont se plaindre, et encore moins porter plainte, parce que vous prenez toujours les tasses du devant. Et quid de cette pomme que vous avez achetée parce que vous la trouviez plus belle? En fait, quand on creuse, on se rend compte que l'utopie vire à la dystopie. Et pour cause. Parce que mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est discriminer. Si vous pensez que l'ironie ne pouvait pas aller plus loin, attachez vos ceintures parce que ça va décoiffer. L'Opéra Royal de Wallonie pratique la discrimination tarifaire. Moi, pourquoi est-ce que je dois payer 128 € pour 9 opéras en catégorie 1 à la place de 198 €? Bon, déjà, bien rare les gens de mon âge qui vont payer pour 9 opéras, mais surtout parce que ce n'est pas à la hauteur de mes moyens financiers. Et donc, ce qui est déterminant dans cette discrimination, c'est le fait qu'elle permet d'augmenter l'accès à la culture. La culture qui ne fonctionne plus depuis quelques mois. Mais bon, ce qui est donc en rapport, c'est le revenu. Il y a donc une corrélation entre le revenu et l'âge. Ce qui est déterminant, c'est cette corrélation. Il en va de même avec les tarifs préférentiels ou bien les abonnements scolaires classiques qui sont à 50 € au lieu de 550. Mais on va prendre un autre exemple qui vous sera peut-être plus limpide. Si demain, une étude très sérieuse, qui est reproduite 100 fois, révisée par les pairs, qui est citée 15 000 fois, va établir une corrélation négative entre le fait d'être en bonne santé et de rendre des thèses qui sont 40% moins bonnes, il y a une question éthique qui est posée. Est-ce que la discrimination est encore légitime? Et puis de cette famille qui, demain, s'il ne bénéficie plus du tarif dégressif de la SPID, doit payer 1 650 € pour 3 enfants à la place de 100. Peut-être encore plus grave, si vous ne pouvez plus discriminer, comment est-ce que vous faites pour recruter quelqu'un pour un poste? Si vous ne pouvez plus donner la préférence à celui dont le grade académique est le meilleur, ou à celle qui a plus d'expérience. Mais surtout, si vous appliquez la même procédure à tout le monde, vous ne prenez pas en compte le facteur humain. Je vais vous raconter une histoire. Une collègue à ma maman est venue la voir il y a quelques mois, et elle lui a dit qu'elle aimerait bien se séparer de son conjoint qui est violent et alcoolique. Petit hic, son salaire ne lui permet pas l'indépendance financière. Elle a demandé à ma maman pour avoir une augmentation. Ma maman a été codifiée par mon père pendant 4 ans. Ma maman a octroyé l'augmentation à sa collègue. Vous avez dit mauvaise, la discrimination. La révolution russe est devenue une horreur historique parce qu'elle a aussi sacrifié l'équité pour l'égalité. Souvenez-vous, en 22, Lénine il disait de chacun selon ses moyens,
à chacun selon ses besoins. Ce n'est pas la même chose que de chacun de manière identique à chacun de manière identique. Et alors, on doit après se demander à qui profite le crime de sacrifier l'équité pour l'égalité. Votre réponse, elle est toute trouvée. Les personnes qui sont privilégiées. La fin de la TVA, les grosses entreprises plus que les autres. Aux États-Unis, pour lutter contre le sans-abrisme, on fait passer un test et on pose une question. Quelle est la dernière fois où vous avez eu l'accès à des soins de santé? Le problème, c'est qu'aux États-Unis, 50% de la population noire n'a pas d'accès aux soins de santé. Vous avez dit juste l'égalité. Bon, tout ça pour dire que la discrimination, elle n'est pas simplement bonne, elle n'est pas simplement mauvaise. On ne vit pas dans un Disney où on est heureux et des enfants à la fin. La discrimination, elle est nécessaire. En ça, qu'elle est aussi, et surtout, la grammaire organisatrice de notre société. Eh bien, à mes yeux, ce qui me séduit en termes d'éloquence, c'est le naturel, le fait qu'évidemment tout soit distinct, et le regard qui viendrait se planter au bon moment dans le bien. Selon moi, il n'y a pas de recette magique pour l'éloquence. L'éloquence, c'est avant tout l'art de l'empathie. Il faut pouvoir comprendre les sentiments de la personne à qui on s'adresse, du jury, du public, du spectateur, du téléspectateur, pour comprendre ce qu'il veut et pouvoir s'adapter. Et alors on adapte en fonction de cela le style, la rapidité, le sourire, le regard, qui sont importants. Alors selon moi, ce qui est vraiment important en termes d'éloquence, c'est la clarté du discours et la structure, tout en essayant de rester le plus simple possible. Et c'est ce que j'ai vraiment vu aujourd'hui dans le discours des différents candidats et qui était vraiment très parlant, c'était la simplicité avec laquelle ils s'exprimaient et la clarté de leur discours. Voilà. Pour moi, une personne éloquente, c'est une personne qui parie davantage sur l'intelligence de son public que sur la scène. Je vais m'adresser à... je peux te tutoyer, Ryan ? Bien sûr. Voilà. Je m'adresse à toi pour commencer. Petit compte-rendu de ce qu'on a éprouvé en t'écoutant. On a beaucoup apprécié le travail d'écriture de ton texte. On a senti les allitérations, les rimes, on a senti aussi dans tes intonations quelque chose qui se rapprochait du slam par moment. Donc je ne sais pas si c'est une pratique que tu as, mais... non, pas pratique, mais j'aime bien faire ça. Mais en tout cas, on s'est régalé de cela. On s'est dit que ça manquait parfois un peu de naturel, du coup, le fait que ce soit une diction qui allait un peu dans ce registre du slam, que tu pouvais peut-être améliorer cet aspect-là. On a apprécié tes regards, qui étaient vraiment plutôt dirigés vers nous. Un point d'amélioration aussi, c'est tes mouvements de tête. Tu te lignes de manière un petit peu mécanique, et là, tu ne soulignes pas ton propos. De la même façon, tes intonations n'étaient pas toujours servant ton propos, si je puis dire. Donc il y a encore évidemment des choses à affiner. Il y avait de l'humour, il y avait beaucoup d'illustrations. Donc ça a été dans l'ensemble une prestation vraiment qui nous a séduit. Alors Renata, moi je vais faire quelques petits commentaires par rapport au discours que tu nous as fait ce soir. J'ai trouvé que ton entrée en la matière était très chouette. Parler d'un film actuel, l'expliquer un petit peu parce que c'est pas toujours évident ce que c'est pour tout le monde, faire une comparaison avec ce qui se passait au Moyen-Âge, décrire ce que toi tu en pensais, je trouve ça très intéressant. Et puis, dans tout ton texte, il y avait des choses très construites qui étaient très intéressantes. J'ai bien aimé l'exemple que tu as donné, le fait que tu le rattachais à toi-même, à ton cours de latin, je trouvais ça vraiment sympa. Il y a parfois des moments où on perdait un peu le fil rouge aussi de ce que tu disais. Et ça, pour moi, c'est un point d'amélioration important, c'est essayer de garder et de savoir où tu veux emmener ton public. Et essaye peut-être de l'annoncer dès le départ, parce qu'il y a un moment où on s'est demandé parfois quelle position tu défendais. Ça nous aurait aidé, je pense, on nous l'avait annoncé, donc voilà, mais ça nous aurait annoncé de savoir quelle position tu défendais. Par ailleurs, ne demande jamais à ton public s'il est prêt à t'entendre. Tu commences et c'est le public qui doit se raccrocher à toi. À aucun moment tu dois dire « Ah, est-ce que je peux y aller, est-ce que vous êtes prêts ?» Sinon, ce que j'ai trouvé, c'est que tu t'exprimes très très bien.
J'aimais beaucoup la présence que tu avais dans la pièce. La manière dont tu accroches l'attention du public est très chouette. Et donc, pareil, dans l'ensemble, vraiment un très beau discours et une très belle prestation. Iman. Alors, une très belle prestation, une très belle entrée en matière, un positionnement, une portée de voix, une utilisation de l'espace qui ont été très appréciées. Ton sourire, dès le départ, tu es dans un mécanisme de séduction dans le très bon sens du terme. C'est-à-dire que tu nous engages dès le départ, dès ton arrivée dans la pièce, dès le moment où tu commences avec tes premiers mots, et avec ton sourire, tu nous engages à apprécier ce que tu vas faire. Ton introduction était excellente. Excellente parce que extrêmement bien mesurée. Au moment où je me suis posé la question, mais où veut-elle en venir, la conclusion est arrivée, et la conclusion nous a fait, à tous les quatre, dresser les poils. Et c'est exactement ce qu'il faut. Tu as créé une émotion chez nous avec une alternance donc avec un départ qui avait l'air d'être joyeux, léger, et puis un côté dramatique qui est arrivé au bon moment et qui était extrêmement bien maîtrisé. Très belle conclusion aussi. Donc, entre le début et la fin, on a vraiment vu de très belles choses. Si on doit retenir quelques mots pour t'améliorer encore, sur la forme, pousse chaque syllabe de chaque mot jusqu'au bout. Il y a parfois quelques mots, quelques répétitions de mots, quelques associations de mots qui étaient un peu mangées. C'est vraiment l'exception et c'est vraiment parce qu'il faut souligner quelque chose sur ce point parce que globalement l'élocution était excellente. On a relevé, et ça peut paraître chicanier, mais on a relevé 2 erreurs de liaison, peut-être 3. Et en réalité, ces erreurs de liaison, forcément, on se dit que ce n'est pas des erreurs que tu ferais au quotidien, ce n'est pas des erreurs qui sont naturelles. Elles viennent en fait sans doute d'un point qui est que tu t'es mise en mode je déclame et pour améliorer l'élocution, pour améliorer ta diction, tu fais des liaisons et tu forces les liaisons. Sois plus naturel, et c'est peut-être ça le conseil général, parce que les 2 erreurs, on t'en tient par rigueur. Amène plus de naturel, garde la forme, garde la tension dramatique que tu mets, mais amène du naturel pour que ton auditeur du début jusqu'à la fin se dise bon, j'ai envie d'écouter, j'ai envie de la suivre. Et enfin, Thomas, vous êtes un drôle de candidat, vous semblez presque un peu en rupture, vous semblez francophone, mais vous étudiez dans une université néerlandophone en anglais. Vous n'êtes pas étudiant en droit et pourtant vous participez à un concours organisé par une association d'étudiants et d'étudiantes en droit. Vous êtes d'ailleurs le seul à avoir cité explicitement une législation de droit positif belge. Et puis surtout, vous êtes en rupture parce que vous nous parlez d'un sujet très grave, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie. Et ça, c'est une très grande force chez nous. Parce que en maniant l'humour et plus encore en maniant l'ironie, vous nous faites sentir intelligents. Puisqu'on comprend votre humour, on comprend votre ironie. Même si c'est pas vrai, si on n'est pas intelligent, au moins vous nous faites sentir intelligents. Ça, c'est très malin. Et puis, si l'éloquence, c'est souvent l'art du déguisement, avec vous, l'éloquence revêt les habits du naturel. Tout ça semblait d'une fluidité et d'un naturel absolument confondant. Même vos punchlines les plus travaillées nous ont semblé naturelles. On a retenu, la discrimination n'est ni bonne ni mauvaise, elle est nécessaire. C'est la grammaire organisatrice de notre société. Mais quelle belle phrase, et puis vous l'avez dit avec beaucoup plus de naturel que moi. J'ai retenu aussi l'utopie, c'est la dystopie. L'égalité, c'est la discrimination. Est-ce que vous n'êtes pas George Orwell, 1984 La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. Enfin bref, c'était un très très bel exercice, assez original, assez intéressant, et on vous félicite. Alors la personne qui remporte ce concours d'éloquence d'Elsa, c'est Thomas Ravallet. Eh bien, pour ce prix
comme pour la décision du vainqueur du concours, on a beaucoup discuté, on a beaucoup débattu, on a décidé d'attribuer le prix à Iman pour sa très belle performance.